Et en direct de Dubaï, on retrouve notre invitée Lola Valéjo. Bonjour et merci de répondre à France 24. Vous êtes directrice du programme climat de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Vous êtes donc sur place pour participer à cette COP si décriée. Pour quelles raisons êtes-vous allée à Dubaï et qu'espérez-vous obtenir ? Déjà parce que les COP sont quand même un moment très important parce que ça permet de donner de l'importance aux petits pays vulnérables au changement climatique qui sinon n'en ont pas. Et c'est sans doute ça qui explique le résultat très important qu'on vient d'avoir aujourd'hui. C'est justement parce que c'est un processus qui est inclusif. On va parler de pertes et dommages et on va aussi beaucoup parler de transition énergétique et notamment de sortie des fossiles. Alors, ça fait partie des deux gros objets de cette COP-ci. L'accord dont vous parlez, c'est donc la mise en œuvre du fonds sur les pertes et dommages des pays vulnérables qui a été adopté il y a quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mécanisme et en quoi c'est une bonne nouvelle pour la planète et pour les pays du Sud ? C'est surtout une bonne nouvelle pour les pays du Sud. C'est depuis la création de ces discussions multilatérales sur le climat, les pays en développement les plus vulnérables au changement climatique, notamment des petites îles, par exemple Vanuatu, les îles Marshall ou d'autres, font valoir qu'elles ont très peu contribué à créer le problème du réchauffement climatique, car elles pèsent extrêmement peu en termes d'émissions. Néanmoins, elles sont particulièrement vulnérables aux effets du réchauffement climatique. Et suite au retard qu'on a pris pour réduire nos émissions en ligne avec nos objectifs de température et nos engagements collectifs, on a eu de plus en plus de pression pour quelque part compenser les pays en développement vulnérables avec de nouveaux financements, des financements qui sont d'une autre nature que ce qu'on appelle traditionnellement la finance climat et qui est là plutôt pour aider les pays à réduire leurs émissions et à s'adapter aux impacts. Là, c'est plutôt pour faire face aux effets inévitables du réchauffement climatique. Voilà pour les petits pollueurs. Les gros pollueurs maintenant, ni Biden ni Xi, les présidents américains et chinois ne font le déplacement à Dubaï. Alors on est content, ça fera moins de CO2 dans l'atmosphère. Mais le signal envoyé est quand même mauvais, non ? Il n'y a pas toujours de ce genre de représentation présidentielle. Je pense que ce qui est important, c'est aussi qu'il y ait quand même une représentation de haut niveau à leur place. Plutôt que de voir quel président se déplace ou pas, il faut regarder aussi les positions que portent ces pays-là. En l'occurrence, les États-Unis, qui ont souvent été un pays plutôt bloquant sur cette question des pertes et dommages, parce qu'ils ont peur, quelque part, de s'exposer juridiquement à des procès en justice. Les États-Unis ont par exemple promis d'abonder ce fonds pertes et dommages. Et donc c'est un revirement qui est important et qui à mon avis est plus important que la présence ou non de Joe Biden. Et par ailleurs, sa vice-présidente Kamala Harris a déjà annoncé qu'elle ferait le déplacement. Mais sur les émissions de gaz à effet de serre, par exemple la Chine, j'apprenais tout à l'heure, autorise en moyenne l'ouverture de 2 nouvelles centrales au charbon par semaine. Ça reste quand même un problème central. Effectivement, on est toujours très loin de nos objectifs de réduction d'émissions et en particulier, la Chine et les États-Unis, en tant que premiers émetteurs, ont une responsabilité majeure dans ce problème. La Chine est dans une situation complexe parce qu'à la fois, on a vu un regain de l'ouverture de centrales charbon avec la crainte autour de perdre la sécurité énergétique, donc le besoin de continuer à alimenter l'industrie chinoise, mais on voit aussi une énorme accélération du déploiement des renouvelables, solaires et éoliens en tête, et aussi avec le déploiement des véhicules électriques. Par exemple, un tiers des véhicules en circulation à la fin de l'année seront électriques en Chine. C'est aussi un développement dans des technologies propres qui est sans parallèle. Donc il faut essayer de voir le verre à moitié plein quelque part et pointer comment est-ce qu'on pourrait essayer de forcer la Chine et de l'encourager, de montrer que c'est possible à réduire le charbon dans les prochaines années. C'est vraiment cette question qui va déterminer si on tient notre objectif climatique ou pas. Donc la COP 28, elle dépend du bon vouloir de la Chine et des États-Unis, c'est ce que vous diriez ? Non, absolument pas. Je suis désolée si je me suis fait mal comprendre. Tous les pays qui pèsent pour 1% ou 2% des émissions, si on les additionne, ils pèsent pour un gros tiers des émissions mondiales. Donc cet argument de les petits pays ne comptent pas et c'est aux gros de bouger d'abord, ça n'a aucun sens. On voit que l'Union européenne, par exemple, qui a fait un choix très fort en termes de projets politiques et de transition industrielle avec le pacte vert, s'engage pour la transition, même si au niveau individuel, les pays européens
pèse moins que la Chine et pèse moins que les États-Unis. Néanmoins, c'est des pays qui se sont engagés dans la course aux technologies propres. Et on voit maintenant une sorte de course technologique et stratégique entre ces trois blocs, qui est une très bonne nouvelle pour le climat. En tout cas, l'urgence, Lola Valéjo, c'est de sortir des énergies fossiles. C'est inévitable à terme, a dit le président controversé de la COP, Sultan Al-Jaber. Il vante, lui, les technologies de captage et de stockage de carbone. Est-ce que ces technologies fonctionnent et sont prometteuses? Est-ce qu'elles ont fait est-ce qu'elles ont prouvé qu'elles fonctionnaient? Ces technologies, on va en avoir besoin pour l'atteinte de la neutralité carbone, mais il y a effectivement plusieurs pièges auxquels faire attention. Le premier, c'est de faire croire qu'on peut continuer à utiliser les carburants fossiles, notamment pour générer de l'électricité à échelle, et les utiliser pour capter le CO2, alors que ces technologies-là devraient être réservées à certains usages, suivant le GIEC, qui sont particulièrement difficiles à décarboner, notamment les émissions dans l'industrie lourde. Le risque, c'est quelque part d'utiliser cet écran de fumée pour continuer à justifier le déploiement continu des énergies fossiles, au lieu de le réserver aux usages où il est prioritaire.